Merci à vous, aux organisateurs, merci à tous de cette invitation à être grand témoin, j'ai vu, de ces échanges. Même si on vient de le voir, les vrais témoins, ce sont ces jeunes, hein, qui peuvent témoigner de l'intérieur de ce qu'ils ont vécu, parce que eux, ils ont toute une théorie du soin que nous avons intérêt à prendre en compte dans cet accompagnement. Donc, je suis ravi d'être là, justement, pour être témoin parmi eux de ces échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui autour de la libre adhésion et de la contrainte, et ou de la contrainte dans le cadre de l'accompagnement de ces jeunes en difficulté dans notre monde. Donc, ça a été dit, j'ai une longue pratique dans le champ de la protection de l'enfance. J'ai travaillé également dans un CER et j'ai pu mener des recherches également en milieu carcéral auprès de ces jeunes qui ont connu des trajectoires assez difficiles. Alors, j'ai vu que le programme de la journée est très chargé, donc du coup, je vais aller droit au but avec une question. Diapo, s'il vous plaît. La question est celle-ci. Comment faire face ensemble à la déshumanisation des jeunes du monde dans nos sociétés mondialisées? Je dis bien ensemble. Pourquoi? Parce que l'accompagnement de ces jeunes est une entreprise collective. Ça, vous le savez. Je dis aussi déshumanisation, car c'est ce que vivent ces jeunes avec les violences subies en J. Nous verrons, et nous avons vu aussi dans les témoignages, comment ces jeunes développent eux-mêmes des stratégies pour lutter contre cette déshumanisation. Je dis aussi jeunes du monde, car ces jeunes, car il faut prendre en compte à la fois les migrants et les non-migrants. Il faut prendre en compte à la fois les étrangers et les nationaux, parce que ces jeunes sont traversés par les mêmes problématiques. Des fois, quand on met l'accent sur migrants, on a tendance à oublier qu'il s'agit d'enfants, qu'il s'agit d'adolescents. Donc, c'est pour cela que je les appelle jeunes du monde. Je les appelle ainsi aussi parce qu'ils n'ont pas que la famille, ils n'ont pas que la société, ils n'ont pas que les institutions comme horizon relationnel, ils ont le monde. L'environnement monde, comme je l'appelle, un monde qui est violent, mais aussi un monde qui est porteur d'espoir. Et ces jeunes sont porteurs d'espoir. Ces jeunes sont un petit peu l'avenir de notre monde. Je dis aussi société mondialisée. Là, les diapos passent trop vite. Société mondialisée. Pourquoi? Parce que nos sociétés sont caractérisées par des mouvements démographiques, hein, interculturels, transculturels, qui amènent des perceptions de soi, des perceptions de l'autre différentes, qui amènent aussi des perceptions du bien-être, de la maltraitance, de la protection qui sont différentes. Ça, on le sait. Et dans ces sociétés mondialisées, j'aimerais attirer votre attention sur deux grands mouvements, sur deux grandes forces en tension dans ces sociétés et des forces qui vont impacter justement nos dispositifs de prise en charge. D'un côté, il y a la mondialisation capitaliste et financière qui tend à réduire des êtres humains à de la marchandise, à des objets, à des instruments ou outils de travail. Et nos jeunes sont victimes de cela. Et l'un des effets délétères de cette force, c'est la déshumanisation, c'est-à-dire ce processus qui tend à déposséder l'autre de sa subjectivité, à le déposséder de lui-même, de son identité, de tout ce qui le constitue. Les jeunes l'ont dit tout à l'heure, à le déposséder de sa dignité, bref, de son humanité. Mais parallèlement ou à côté, il y a une autre force de cette mondialisation qu'on appelle la mondialité. La mondialité, c'est le versant humain de la mondialisation qui propose de réintroduire de l'humain, justement, par la mobilisation des énergies disponibles de toutes parts. Ces deux forces traversent notre monde, nos sociétés, nos familles et nos institutions. Et c'est dans ce cadre-là que je vous propose d'inscrire la tension, la dialectique qu'il y a entre libre adhésion et contrainte vis-à-vis de ces jeunes. Parce que nous savons que ces jeunes, justement, sont en pris entre ces deux forces, comme nous autres aussi professionnels. Du coup, il y a d'autres questions qui surgissent. Jusqu'où peut-on protéger l'autre d'un processus de déshumanisation?
a-t-on le droit de protéger les jeunes malgré eux? Jusqu'où doit-on demander à l'autre son avis pour l'aider? En quoi l'accompagnement proposé peut-il, paradoxalement, renforcer le processus de déshumanisation? Nous faisons tous le constat très souvent que ces jeunes refusent le soin, mais pourquoi certains jeunes refusent-ils le soin? Est-ce vraiment le soin qu'ils refusent? Ne s'agirait-il pas d'un refus de déshumanisation? Nous sommes ici au cœur de la problématique de la contrainte et de la libre adhésion, ou encore de ce que nous appelons, nous, dans notre jargon de cliniciens, l'alliance thérapeutique. Disons tout de suite qu'il n'y a pas de contrainte sans liberté. Et il n'y a pas de liberté non plus sans contrainte. Et c'est dans cette dialectique, là, à mon avis, qu'il faudrait aborder cette question et de dire non pas libre adhésion ou contrainte, mais contrainte et libre adhésion. C'est ça le défi. Je pense que la libre adhésion, ou l'adhésion tout simplement des jeunes, dépend de la perception transculturelle, parce que ça part de l'univers culturel à l'autre, interinstitutionnel, interpersonnel, de plusieurs notions, comme le danger, la maltraitance, traumatisme, protection, etc. Alors, il y a très peu de temps, j'ai très peu de temps de parole, nous n'aurons pas le temps de développer ces questions philosophiques, des questions qui sont pratiques, mais je vous invite pour cette journée à les avoir en tête, car elles conditionnent notre lecture des comportements des jeunes, leur réaction face au traumatisme, mais aussi nos pratiques professionnelles et institutionnelles auprès de ces jeunes. Alors, cette qualité de grand témoin qu'on me propose, je voudrais rapidement attirer votre attention sur 3 points, rapidement. Diapo, s'il vous plaît. 3 points de discussion. Dans un premier temps, présenter 2 figures de la déshumanisation, et ensuite, soulever un certain nombre de stratégies que mettent en place les jeunes pour faire face à cette déshumanisation, et soulever quelques questions sur les impasses, les logiques institutionnelles, avant d'évoquer la question du soin, du traitement et de l'accompagnement. Premier point. On sait, diapo s'il vous plaît, qu'il s'agisse d'un jeune violé, frappé, humilié, utilisé comme de la main-d'œuvre facile ou traité comme de la marchandise, nous avons affaire, je l'ai dit, à un processus de déshumanisation. Et j'aimerais attirer l'attention sur 2 figures de cette déshumanisation. Des jeunes qui peuvent être utilisés qui peuvent être perçus comme une cible. Et là, il y a plein d'exemples. L'exemple de torture. Donc, il y a l'exemple des jeunes migrants, justement, dans la traversée, qui subissent toutes sortes de tortures, mais qui subissent aussi des choses au niveau institutionnel. Il y a la question des violences sexuelles, des violences de l'inceste, des violences physiques, la question de la maltraitance institutionnelle. Tout ça, ça participe de la déshumanisation de ces jeunes. Mais j'attire l'attention sur un autre aspect de cette déshumanisation, c'est quand ces jeunes sont utilisés comme armes, sont utilisés comme outils, comme instruments de travail. Et c'est le cas, par exemple, des enfants soldats. Je travaille beaucoup avec des collègues qui interviennent sur l'accompagnement des enfants soldats, des enfants qui sont transformés en soldats. C'est le cas aussi de ceux qui sont pris dans les réseaux de prostitution, de la mendicité contrainte, l'exploitation sexuelle, etc., de la traite. Les exemples sont nombreux. Mais je voudrais prendre un autre exemple collectif. Vous avez en tête ce qui s'est passé dernièrement quand il y a eu un certain nombre de migrants qui ont débarqué à Ceuta. Et il y a un éditorial du Monde qui a fait parler justement le ministre espagnol de la Défense, qui a accusé le Maroc d'agression. C'est-à-dire que ces migrants sont perçus comme étant une arme pour agresser. J'attire votre attention là-dessus parce que pour moi, c'est un degré au-dessus dans la déshumanisation, dans l'utilisation de ces jeunes comme étant de la chair à canon. Ces 2 figures appellent des traitements différents, ne produisent pas les mêmes types de traumatismes et leur décodage est très, très subtil, ce qui en fait des adolescents, par exemple, victimes délinquants, comme j'aime le dire. Donc, je n'ai pas le temps de développer ces questions sur les enfants soldats. Mais j'ai envie de dire que ces jeunes sont traumatisés dans leur corps, dans leur psyché et dans leur identité. Donc, ils font aussi face à ce que j'appelle un traumatisme identitaire. Mais j'attire votre attention sur ceci, sur ce point très important. Ces 2 figures. Alors,
amène aussi à s'interroger sur l'humanité de ceux qui prennent les migrants pour cible et de ceux qui les utilisent comme armes ou outils. Diapo. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut être suffisamment déshumanisé pour déshumaniser à son tour un autre être humain. C'est quelque chose qui s'inscrit dans ce que j'appelle un traumatisme identitaire mutuel de longue durée, sur lequel je pourrais revenir tout à l'heure. Ces traumatismes, les traumatismes des jeunes, produisent également des traumatismes chez les professionnels. C'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Le traumatisme vicariant, c'est quand les professionnels sont témoins du récit traumatique des jeunes, sont témoins du vécu traumatique de ces jeunes. Alors, on peut penser aux humanitaires, aux sauveteurs en haute mer, aux professionnels du soin, de l'éducation, du social, des bénévoles, des associations, etc. Mais dans certains cas, ce traumatisme est beaucoup plus complexe, notamment quand les professionnels sont amenés à exécuter une violence sur ces jeunes, que ce soit une violence symbolique ou concrète. Je pense ici aux policiers. Vous avez certainement en tête les images qui ont tourné justement sur les médias concernant ce qui s'est passé à Ceuta. Ces policiers qui courent justement sur la plage pour attraper et menotter des jeunes qui sortent à peine de l'eau et qui tentent de s'échapper. Ces policiers-là aussi, ils doivent faire face à quelque chose de très dur. Je pense aussi aux éducateurs, certains éducateurs qui peuvent être parfois dans les institutions missionnés par leur hiérarchie pour mettre brutalement fin à une prise en charge, mettre un jeune dehors en raison d'une logique paradoxale. Et je pourrais multiplier ces exemples. Ces traumas peuvent produire de la déshumanisation qui amène aussi les professionnels à se poser des questions sur le sens de leur travail. Donc, pour moi, la prise en charge doit être globale et c'est pour cela qu'au tout début, j'ai insisté sur le côté collectif, comment ensemble faire face. Maintenant, je ne vais pas être très long, je vais juste pointer deux éléments très rapidement pour lancer un peu la discussion. Je passe en revue quelques réactions ou réponses des jeunes. On sait que les traumatismes multiples que vivent ces jeunes produisent un certain nombre de symptômes. Donc, dépression, toxicomanie, délinquance, errance, prostitution, etc. Mais j'aimerais rappeler 5 stratégies que ces jeunes mettent en place, que nous avons intérêt à écouter. Il y a la question de la répétition. Bon, on est habitué à cela, quand les jeunes répètent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à élaborer, à symboliser, etc. Mais j'aimerais attirer l'attention sur ce que j'appelle le retour sur les lieux psychiques du crime. Et on l'a vu tout à l'heure dans les deux témoignages. C'est-à-dire que ces jeunes qu'on essaye d'arracher à leur milieu violent, à leur milieu traumatisant, mais qui y reviennent. Et là, ce qui donne parfois l'impression aux éducateurs qu'ils ne font rien. Mais ces jeunes cherchent et retournent dans ces lieux pour tenter de retrouver leur humanité piétinée, leur humanité bafouée. Ils retournent sur ces lieux pour tenter de retrouver une famille, comme celle qui a parlé, qui a dit qu'elle préfère rester dans la rue avec son petit copain, justement, plutôt que de rester en institution. Ça, c'est un point très important. Un autre point aussi, c'est ce qu'on peut appeler le refus du soin. C'est un refus apparent du soin, parce que ces jeunes à l'analyse ne refusent pas le soin, ils refusent la pitié, ils refusent la contrainte institutionnelle maltraitante, ils refusent tout simplement la déshumanisation, et les exemples sont nombreux. J'aimerais attirer votre attention aussi sur la recherche de l'incarcération. Et là, cette jeune tout à l'heure qui a dit, on cherche, elle attendait juste que les policiers l'attrapent, justement pour arrêter quelque chose. C'est vrai que d'un point de vue externe, on peut voir l'incarcération comme étant une contrainte, mais l'incarcération peut être aussi recherchée et vécue par ces jeunes comme étant un espace de liberté pour se libérer justement d'un milieu violent. Donc tout cela nous amène à mettre en place des stratégies pour écouter ces jeunes. Et puis un dernier point, c'est la question de la créativité. Vous savez que ces jeunes ont été mis de côté, mis en dehors de l'humanité par les violences subies, et parfois, dans cette marge, ils essayent justement de reprendre cette marge à leur actif pour essayer de passer d'une marginalité subie à une marginalité créatrice habitée. Rapidement,
L'autre point, ça c'est pour un certain nombre de choses qu'ils mettent en place. Mais voyons comment fonctionnent un certain nombre, parfois, nos institutions. Nous savons que nos institutions sont débordées, ils sont à bout de souffle, elles sont à bout de souffle. Hein. Et là, je rappelle une hypothèse de Bleguer qui dit que toute institution fonctionne sur le modèle de la pathologie qu'elle entend traiter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne suffit pas de vouloir protéger un jeune pour le protéger vraiment. Donc ça demande justement aux institutions de faire l'examen justement de leur dispositif pour comprendre pourquoi ils arrivent à faire l'inverse de leur tâche primaire. Pourquoi, au lieu de protéger parfois, elles en arrivent à être des institutions maltraitantes parce qu'enfermées dans une logique binaire, à des réactions en miroir, etc. Pour conclure, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps, pour conclure, j'aimerais rappeler que ces jeunes ont été pris dans un processus, je le disais tout à l'heure, de déshumanisation, ce qui suppose qu'ils n'ont pas été considérés comme des êtres humains. Or, ces jeunes ont besoin de soins. Mais qu'est-ce que le soin? C'est l'occasion justement de rappeler la différence entre soins et traitement. Et là, je me base justement sur les travaux de Daniel Marcelli, justement, qui dit que traitement vient de tractare, tractum, traere, qui signifie traîner violemment, mener difficilement. Alors que le soin vient de sun, suni, sunja, qui signifie s'occuper de, se préoccuper de, considérer l'autre. Le traitement, ce qui fait que quand nous faisons face à ces jeunes en difficulté, nous avons besoin de traiter leurs symptômes, l'alcoolisme, toxicomanie, etc. C'est bien de traiter. Le traitement vise l'éradication des symptômes, mais le soin, ça vise la globalité du sujet, considéré comme un être humain à part entière. Il est donc important de différencier traitement et soins. Donc, d'abord, considérer ces jeunes avant de traiter leurs symptômes, et les considérer suppose aussi les approcher dans leur milieu, avec leur propre théorie, leur propre code, comme ça a été dit. C'est à ce moment-là, justement, qu'on va proposer un accompagnement que je qualifie de transitionnel. L'accompagnement va prendre sens quand on va faire un pas vers l'univers traumatique du jeune, l'univers créateur aussi de ce jeune qui a pas mal de codes, justement, à nous proposer. Donc, cela suppose ne pas vouloir à tout prix l'arracher à cet univers, mais aller vers lui et mettre en pratique cet accompagnement transitionnel, c'est-à-dire un accompagnement par petits bouts dans son milieu pour petit à petit essayer de le réinscrire dans quelque chose qui fasse sens pour lui. Alors, cet accompagnement transitionnel suppose une transition. Une transition, c'est quelque chose qui se fait en douceur, hein, donc il faut prendre sur soi. Transition d'un milieu traumatogène vers un milieu de protection, en sachant que ce milieu de protection, la protection peut être pensée aussi à l'intérieur même de ce milieu traumatogène, ne pas arracher coûte que coûte le jeune de son milieu, hein, aller dans ces milieux, articuler posture émique et éthique, c'est-à-dire notre point de vue et le point de vue du jeune, hein, intérieur, extérieur, dans une démarche anthropologique, et éviter surtout que nos dispositifs ne participent pas de cette déshumanisation. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, parfois on pense bien faire et pourtant on fait le contraire de ce pourquoi on est payé. Donc pour conclure, je dirais que ces jeunes, c'est une idée que je vous propose, sur laquelle on pourra revenir toute la journée, ces jeunes ne refusent pas le soin, ils refusent la déshumanisation. Je vous remercie.